Ben non, mais tu parles français forcément de TikTok. Tu peux pas. Tu peux pas faire un épisode sans parler de TikTok. C'est pas possible. Ben non, et puis il y a un lien avec Big Blue. Tout comme Apple a essayé à lutter contre Big Blue avec sa pub en 1984. Ils ont refait la même TikTok. Non, c'est Epic. C'est Epic. Complètement con. Bah, donc tu parles d'Epic. Voilà. Epic et Collégramme. C'est l'Amstramgram. C'est une chanson de Vilaine Fermière. Ah oui. Attends, faut que j'utilise un mot de Zemmour. C'est quoi que j'ai cru que je t'avais dit un mot d'humour, mais c'est pas loin. un mot de Zemmour. Non, c'est quoi c'est le ruissellement? Non, comment il dit là? L'ensauvagement? Non, c'était pas lui l'ensauvagement, mais oui le grand remplacement. Ouais, mais non. Il avait un mot. Tu vois. Bah, la semaine dernière, oui, il y a quelques jours, il l'a encore utilisé. Ecocitation.lemonde.fr, citation de Éric Zemmour. Parfait. Attention, t'as fait une recherche comme ça, t'es cancel. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Salut mes petites beautés, ça va? Bienvenue dans cet épisode 49 de l'école des facs. Je suis Julien et autour de la table virtuelle, nous sommes entre hommes. Car oui, Audrey est un peu en retard. Autour de la table, je vais faire l'appel par ordre totalement aléatoire. Simon. Bonsoir. Faut dire présent. Simon. Merci. Tout à fait présent. Kepra. Présent. Sous X. Salut à toutes et à tous, présent. Emric. Présent. Et Audrey. Elle est pas là. Pardon, Gromly. c'était la boîte à meux. Merci. Bon, Gromly remplacera Audrey. Bienvenue à vous, j'espère que ça va ou pas? En ce mois d'octobre. Ça va super bien. Ça nage. On se dirige vers le reconfinement. Tout va bien. Parlez pour vous les frouzes. En Suisse, on reconfine pas. En Belgique, je sais pas. Non, c'est pas. Est-ce que ça reconfine un peu en On Belgique? était raisonnable. En même temps, vu la taille du pays, il suffit qu'ils ferment les frontières et vous êtes confinés. Ah là là. Quelle médisance de la part des... Les Lyonnais, c'est les pires. C'est vraiment les pires. Les Lyonnais is the new les Parisiens. Voilà. Déjà, on a un gouvernement. Moi, je dénonce. Je dénonce. Aujourd'hui, au programme de cette émission, nous allons avoir deux belles chroniques. Nous parlerons de la fabuleuse histoire de Big Blue par Sous-X, qui a fait un bel exposé pour son TPE. J'espère qu'il aura une bonne note pour son bac. J'espère. Et on va commencer avec un sujet très léger. On va parler d'archipélisation des offres de SVOD qui ruissellent dans nos contrées. Et ça, c'est Kepra qui va s'y coller maintenant. Bien, merci pour ce beau titre trouvé à ma place. J'avais plutôt intitulé cette chronique 492 €. Alors 492 pour pardon. ceux qui savent vraiment donner les chiffres. C'est vrai, tout à fait. Ou 49.2, qui peut faire référence au 49e épisode de l'école des facs. Ah, j'ai vu que t'étais un fan caché de Manuel Valls. Un petit peu. Mais donc 492 €, est-ce que ça vous parle? Eh bien, c'est le montant annuel que vous devez débourser si vous êtes adepte de films et séries en France pour couvrir l'échantillon actuel des séries un petit peu tendance. Il est beau le temps où l'offre payante unique, j'exagère un peu, était Netflix et son abonnement à 8 € par mois. J'ai voulu réfléchir à l'impact que pouvait avoir l'éclatement de l'offre du divertissement visuel sur le comportement des utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce temps lointain, mais au début des années 2000, boomer spotted, on observait un certain temps de latence entre la diffusion des séries aux US of A et celle au pays du camembert.
Et l'internet explosant alors, c'était aussi une période où le téléchargement pirate était assez massif. Merci Kazaa, Emule pour le très grand public, mais aussi IRC, FTP et autres newsgroups pour les vrais. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le téléchargement pirate pouvait servir d'étude de marché, l'observation d'un téléchargement massif de l'une ou l'autre des séries aidant une chaîne nationale à décider d'acheter ou non un Alias, un Lost ou encore un Prison Break. Je vais conserver une vision purement franco-française dans cette chronique, le marché étant assez différent chez l'oncle Sam, habitué depuis des décennies à proposer des offres payantes sur le câble, là où à part Canal+ et quelques TPS ou CanalSat, le public français est quand même bien habitué dans cette historique des années 80-90 à voir tomber un jour les différents programmes sur ces chaînes gratuites. Propulsons-nous donc en 2015, alors que Netflix est lancé depuis quelques mois en France. Les conversations autour de la machine à café sont alors assez simples entre aficionados de séries, anciennement dites séries télé. Un peu de séries issues de l'historique Canal Télé, comme Game of Thrones, beaucoup de séries originales Netflix, comme House of Cards. Et pour regarder les séries tendances, ça se passe de moins en moins sur les chaînes gratuites, un peu sur le payant historique français qui est Canal+, mais surtout sur l'offre plus récente d'OCS, diffusant des séries HBO, poids lourd du secteur, et évidemment sur l'offre de Netflix. C'est simple, c'est efficace, les vrais fans de séries en ont au pire pour 15 € par mois pour accéder à la grande majorité des séries, sans délai ou presque, versus la diffusion américaine. En 2020, ça devient un tout petit peu plus compliqué. En 2016 est lancé Amazon avec un très beau catalogue exclusif, rajouté 6 € par mois. En 2019, c'est Disney qui se lance dans l'aventure, une stratégie en cohérence avec l'extension massive de ses licences ces dernières années, plus 7 € par mois. 2019 est également l'occasion pour Apple de plonger dans le bain, avec ses contenus exclusifs, plus 5 € par mois. Et soyons patriotes, je n'ai pas vérifié aujourd'hui même, mais ajoutons Salto, qui n'est pas encore disponible à la rédaction de cette chronique et à l'enregistrement, mais on peut l'espérer à sa diffusion, vu que c'était initialement prévu début octobre, puis mi-octobre, donc on verra. Cependant, dans une annonce de mi-septembre, l'offre semble de plus en plus triste, car l'annonce n'évoquait aucune présence de contenu exclusif au lancement. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Salto, mais c'est l'initiative de défense du patrimoine on n'a pas déjà fait une chronique sur Salto ? Non. Audrey a fait une chronique sur une autre SVOD qui allait se créer, mais je me rappelle plus le nom. Mais là, donc, c'est un accord entre les différentes chaînes. Tout à fait. Là, c'est un accord entre les différentes chaînes françaises pour proposer une offre de SVOD très très puissante, mais sans contenu exclusif. Mais bon, le tarif est inconnu. J'avais vu des estimations entre 2 et 8 €, donc on va dire plus 5 € par mois. On est à pas moins de 41 € par mois. La lutte sera donc rude pour chaque acteur afin de convaincre non seulement à venir s'abonner à son service plutôt qu'à celui du voisin, mais aussi et surtout à conserver les abonnés chèrement acquis. Parce qu'on a l'habitude maintenant avec les services d'abonnement, le churn est assez important comme variable. La fragmentation de l'offre explose et on observait déjà fin 2019, alors que Disney+ et Apple TV+ étaient à peine lancés, un net rebond du visionnage illégal des contenus de divertissement vidéo, ce qui était une première depuis le début des années 2010. Il faut dire que cette démultiplication des offres légales s'accompagne d'une grande fluidification du parcours de visionnage illégal. En 2020, il n'est plus question de se connecter à des interfaces lourdes de pair à pair, craignant la moitié du temps de tomber sur un fichier vérolé, ou la recherche auprès de ses proches de la source la plus sûre. Et toi, tu regardes de où ton streaming, tes séries? Non, on parle aujourd'hui d'interfaces que vous ne connaissez peut-être pas, mais nous ne sommes pas là pour vous éduquer à ce niveau-là, digne de Netflix, mais agrégeant l'offre des différentes plateformes, et le tout accessible en un clic, avec les sous-titres, avec différentes versions. C'est un monde merveilleux. Et j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le défi dans le piratage de contenu. Il est essentiel que l'offre légale soit plus simple et plus riche que l'offre illégale, et c'est ce que Netflix avait réussi à accomplir, et pas auparavant des Spotify par exemple. Aujourd'hui, on est sur un retour à la case zéro, bravo à l'industrie. Pour autant, je doute que les acteurs du marché aient intérêt à trop se fatiguer à tuer l'offre illégale, car elle leur est bénéfique. Malgré cette facilité d'accès, il restera en effet toujours des freins à pirater. La moindre notoriété du service pirate, la peur de se faire prendre, ou, ayons espoir en nos semblables, la simple bonne conscience.
Se dire que c'est une responsabilité sociétale de payer les artistes, par exemple. Et c'est là que les pirates deviennent essentiels. Ils sont les seuls à consommer de toutes les plateformes, tout le temps, et n'en parlent certainement pas moins à leurs proches que les abonnés, voire sans doute plus, parce que s'ils sont motivés au point d'aller découvrir toutes les offres possibles et imaginables, ils aiment sans doute en parler autour d'eux. Et en 2020, des proches, ce ne sont plus comme il y a 20 ans, au début des années 2000, la famille et les amis, mais bien un total cumulé de millions de communautés éclatées, aussi riches qu'éclectiques, sur les différentes plateformes sociales, n'attendant pas de savoir si le contact a payé pour regarder avant de se faire un avis. Et en 2013, le patron de HBO vantait les mérites du piratage, indiquant que le piratage des séries générait un buzz culturel, amenant in fine à une augmentation des abonnements payants. Les acteurs de l'industrie jouent donc avec le piratage plus qu'ils ne le redoutent. Je pense que c'est toujours vrai en 2020, mais la position d'HBO était quand même plus confortable à l'époque. Seigneur, avec quand même quelques autres réseaux américains comme FX, AMC et Showtime, des séries télé aux US. Et malgré la fragmentation, à l'époque, les programmes étaient revendus aux chaînes locales à travers le monde, ce qui assurait un revenu parallèle. Mais aujourd'hui, avec la concentration entre quelques acteurs payants, couvrant le gros des pays consommateurs du genre, tous s'y retrouveront-ils, avec les coûts toujours croissants, dans la course au meilleur contenu exclusif ? Je vais sortir les popcorn et assister à ce combat, avec mes Prime Video et Netflix réglementaires, en conservant quand même quelques sources chéries pour les autres contenus. Et vous ? Prêt à débourser 500 € par an pour films et séries ? Non. Chronique suivante. Alors, est-ce que quelqu'un... Déjà, merci beaucoup Kepra pour cette jolie chronique sur un sujet d'actualité, surtout qu'en période de confinement, la SVOD a aidé à tenir plusieurs centaines de milliers de personnes, voire millions dans le monde. Ça et TikTok. Ça et TikTok, bien sûr. On ne peut pas parler de TikTok à toutes les émissions, même si j'en parlerai à la fin. Restez. Qui a un avis ? Qui veut réagir tout de suite là ? Maintenant. Tac, 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 tac. Sozix. Petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps, je me suis plongé dans le binge-watching de The Big Bang Theory. Disponible en même temps sur Netflix et Amazon Prime. Il y a 12 saisons. Les 11 saisons étaient dispo sur les deux plateformes, mais pas la 12e. Où était la 12e saison, me direz-vous ? Soit sur Énergie 12, qui, je crois, Hulu. diffuse... Elle était en train d'être diffusée sur Énergie 12. Et elle n'était donc pas dispo sur les plateformes. Ah, c'est la petite chronologie des médias. Ah ouais, parce que en Suisse, on n'a pas ça et c'est trop cool. J'ai été obligé d'appeler mon cousin américain, bien entendu, pour récupérer la saison 12 en entier, en français, qui avait dû être diffusée ailleurs puisqu'elle était déjà doublée. Mais tu n'as pas un magnétoscope pour enregistrer tes séries préférées ? Non, le problème c'est qu'il a un magnétoscope, mais pas avec la fonction programmation sur les horaires. Mais si, le code Showview, là, tu rentrais dans Télé 7 jours, t'allais chercher ton code à 8 ou 10 chiffres. Et tu perdais les 10 premières minutes. Oui, ça marchait une fois sur deux. Parce que les chaînes de télé respectent pas du tout la programmation. Voilà, c'était la première référence aux boomers de cette émission. Ça me fait plaisir. Après, avec les box actuelles, si t'as un disque dur dans la box ou accroché à la box, t'as peut-être moyen de programmer des enregistrements. Bon, vous savez que je suis un peu un Apple fanboy. Sachez qu'en Suisse, chez Salt, donc qui est le deuxième fournisseur d'accès Internet et mobile... Suisse. C'était l'Orange Suisse et ça a été racheté par Free. Donc maintenant c'est le Free Suisse. Et pour 40 €, on a un accès Internet, ce qui est très peu cher pour la Suisse. Avant je payais 140 francs pour avoir Internet. Et en fait ils n'ont pas de box, ils ont une Apple TV. Et cette Apple TV reliée au serveur de Salt permet de tout revoir de ce qui passe à la télé. Donc en fait ton Énergie 12 là... En Suisse il y a ce principe là. Si c'est passé à la télé, c'est open bar. Tu peux le revoir, quoi. Et donc, je peux... J'aurais pu aller chercher sur Énergie 12, mais la saison n'était pas finie d'être diffusée. Ah, parce que tu voulais tout. Ben oui. Ok. Émeric. Non, jamais je payerai tout ça. J'ai déjà Netflix en partage familial et puis... Prime Video inclus dans mon abonnement Prime.
Donc je me contente de ça, et puis si jamais il y a un truc qui m'intéresse ailleurs, soit je demande des accès à quelqu'un qui l'a, soit j'attends, ou je prends juste un mois. Voilà. C'est pas, j'irai pas jusqu'à aller sur des services de piratage qui regroupent tous les flux en clair. Mais j'ai ouï dire que tu pouvais commander chez nos cousins outre-Méditerranée une petite boîte noire, une petite boîte magique qui a tout, même les chaînes de télé. Ah, j'en parlerai après. Voilà, de l'IPTV. Simon. Eh bien, Simon, lui, il est abonné à Netflix, il est abonné à Amazon Prime, il est abonné à Disney+. Et pour le reste, il y a Sigbird. On n'a pas parlé de services. Voilà. On parle pas des choses qui n'existent pas, oui. Les services alternatifs, on va dire. Et du coup, il faut être un petit peu raisonnable. Mais... Si tu utilises ce service, dont on ne citera plus le nom, qu'est-ce qui te pousse à acheter, enfin du moins à financer certains et pas d'autres? Ceux qui sont disponibles en Belgique déjà. Ouais. Disney+, par exemple, on l'a seulement depuis le 15 septembre. On a mis plus de temps à l'avoir que chez vous. Et est-ce que tu as acheté le film Mulan? Parce que Disney+, c'est quand même la seule plateforme de SVOD qui vend des films dessus qui ne sont accessibles que si tu accèdes au service de SVOD. Non, parce qu'en plus Mulan risque de poser d'autres problèmes, donc... D'accord. Non, c'est pas celui-là en particulier, mais... Non, parce qu'il y a beaucoup de licences que j'apprécie particulièrement, et pas mal de documentaires, ce genre de choses, de séries aussi qui sont assez cool, donc... C'était pour le Mandalorian en 4K. Non, parce que lui, je l'avais vu sur la plateforme dont on ne parlera plus déjà. Non, c'était pas pour ça, mais enfin, tout ce qui est vraiment disponible, j'utilise énormément Netflix. Amazon avec un VPN Prime. ou pas? Est-ce que vous êtes on va dire de la piraterie soft, qui est d'utiliser le VPN pour jouer avec la géométrie du catalogue? Quand je traîne en Allemagne, le catalogue est fort différent, par exemple, de ce que je peux avoir en Belgique, et parfois ça m'arrive de me connecter en France pour certaines choses qui n'existent pas en Belgique non plus. Donc ouais, ça m'arrive de sortir le VPN pour ça. Mais c'est vrai qu'Amazon Prime, le Prime Video, je l'utilise principalement parce que je l'ai eu dans mon Amazon Prime. Ouais. Et que j'utilise pour Twitch aussi. Et du coup, j'y ai accès, donc j'en profite. Mais l'achat le plus volontaire que j'ai fait, finalement, ça reste quand même Disney+, quoi. Mais par contre, c'est intéressant les VPN, parce que justement, ça amène à cette volonté ou non de freiner les usages, comme tu disais, du piratage soft, parce que Netflix le permet de manière très simple. Amazon Prime, c'est impossible d'accéder au catalogue d'un autre pays. Enfin, on utilise des VPN... Vas-y. Si tu utilises ExpressVPN, tu peux. Ah bon? ExpressVPN, lui, fonctionne? Parce que j'en avais essayé 3-4 services différents, ça ne fonctionnait pas. Un épisode ExpressVPN, quand tu vas... Par exemple, ExpressVPN, tu as Paris 1, Paris 2, Strasbourg. Utilise Strasbourg, tu verras que ça passera pour avoir... toi, ça t'intéresse pas parce que tu habites en France, mais moi, ça m'intéresse pour avoir certains trucs que j'ai pas en Suisse et qui sont sur le catalogue français. Mais souvent, ExpressVPN a 2 voire 3 villes. Et, ouais, sur Prime Video. Ouais. D'accord. Et ça fonctionne. En tout cas, la tentative sur les différents serveurs américains ne semblait pas fonctionner, et c'était pour une raison proche de celle qui était similaire à celle de Suzy. C'était une série où aux États-Unis était disponible la 4e saison, et en France on s'arrêtait à la 3e, et où tu te dis laissez-moi regarder le truc. Et c'est vrai qu'on arrive le point de mais pourquoi tu payes pour l'un plutôt que pour l'autre. C'est vrai que c'est quand même la grosse différence au niveau culturel avec les services musicaux, c'est-à-dire que finalement, que tu sois sur Spotify, il y a quelques exclusivités, mais que tu sois sur un Spotify, Apple Music ou YouTube Music, globalement, ou Deezer, pardon, soyons un petit peu patriotes, globalement tu as accès à la même chose, alors que là en effet on est que ça n'est plus français, mince. Je croyais qu'on a notre État et notre gouvernement avaient lutté fortement pour résister à l'acquisition par Yahoo, et qu'après on avait continué. Il me semble que l'actionnaire majoritaire maintenant c'est plus un truc français. Mais... D'accord.
Et donc oui, non, mais c'est vrai que du coup, tu payes pour certains et il y a un moment, tu vas pas payer pour tout, donc c'est un peu le premier arrivé. Après, je veux dire, où tu payes, produire un album et produire une série ou un film, on parle pas des mêmes budgets non plus, quoi. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. D'autant plus que, bon, maintenant Spotify s'y met, mais Spotify a pendant très longtemps été qu'un distributeur de contenu, mais absolument pas un producteur de contenu. Ils s'y mettent en rachetant des studios de podcast et du coup ils investissent pour agrémenter leur catalogue de choses qui font que les gens iront chez Spotify et pas chez d'autres. Là où Netflix a très vite créé sa branche originale. Enfin, tu parles de très vite sur plusieurs. C'est très vite sur plusieurs décennies quand même, hein, parce que Netflix, nous, c'est une historique récent, mais Netflix, c'est quand même un vieil acteur. Ça leur a pris du temps. Ils sont créés en 97. Orange est encore plein d'actionnaires. Deezer est encore plein d'actionnaires français, dont Orange, CIC, Xavier Niel. Mais il y a aussi Access Industries, société américaine fondée par un milliardaire américain d'origine russe. C'est beau. La différence aussi. Mais ça reste une société française. C'est que dans les plateformes de streaming, pour ce qui est musique, il y a très très peu d'exclusivité. Alors que sur les plateformes ici, tout ce qui est séries et films, la compétition est beaucoup plus forte, même hors production maison. Il y a quand même beaucoup de choses que tu ne trouves que sur une plateforme, donc ça reste assez compliqué. Ici, par exemple, si tu veux voir du Disney maintenant, si t'as pas Disney+, c'est mort, quoi. Mais bon, Disney+, Disney maintenant, ça devient tellement de choses. Tu t'enlèves Star Wars, tu t'enlèves Marvel, tu t'enlèves National Geographic. T'as quand même tu t'enlèves la Fox. Ils ont acheté la Fox aussi, c'est vrai. Ouais, Pixar, mais on pense... Oui, parce qu'ils ont les Simpsons maintenant. Mais on pense souvent aux films Disney, mais c'est pas juste ça. Disney+, toutes les séries qu'ils ont sur les Disney Junior, les Disney Channel, etc. Tout est inclus, toutes les petites séries, les petites séries Marvel live, aussi. les Hannah Montana, les choses comme ça, tout est dessus. Donc c'est pas juste les films, les quelques films Disney, les grands classiques et les Pixar, quoi. C'est toute leur production télévisée aussi qui est disponible, quoi. Donc ça reste une masse de choses. Je m'attendais pas en fait à trouver autant de choses dans le catalogue. Je l'avais vraiment acheté pour les grosses licences, les gros films que j'aime bien. Et finalement, j'ai été agréablement surpris en voyant le catalogue, vraiment agréablement surpris. J'aime bien parce que tu dis acheter, Simon. Oui, j'achète un droit d'utilisation. Ah d'accord, ok. Il y a un truc sur lequel je te rejoins pas, par contre, qui est Kepra. C'est quand tu dis que le piratage est en train de reprendre le dessus. Alors, à moins que tu aies des chiffres. Avez-vous des chiffres, monsieur? Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Je pense à deux plateformes que je ne citerai pas, qui sont très bien faites, dont une dont on profite allègrement sur un autre Discord. Donc, vous verrez tout à fait de quoi je parle. Mais il y en avait une aussi... dont le nom était basé sur une sucrerie qu'on consomme énormément au cinéma et qui finit par Time, qui était déjà dans cette mouvance il y a une dizaine d'années et qui ont une interface à la Netflix et qui sont aussi faciles d'utilisation, voire même plus. Ouais, mais l'autre dont tu parles, c'est Plex par rapport à Popcorn Time, et c'est deux solutions différentes. Mais Plex n'a rien d'illégal. C'est un serveur multimédia, donc il faut quand même que tu les télécharges. Ouais. Après, il y a de quoi faciliter le téléchargement. Je dis pas, mais... Juste pour les chiffres, donc l'un des chiffres qu'il y avait dans l'article que je voyais, c'était le partage de fichiers BitTorrent, et je crois que c'était sur certaines offres, accumulé près de 30% du trafic des fichiers mis en ligne, contre 22% sur la même période l'année d'avant. Et visiblement c'était en partie lié à la sortie de la dernière saison de Game of Thrones. Mais ça a été, c'était un fait d'arme pour eux d'être la série la plus téléchargée. D'où la remarque du CEO de HBO qui était très content parce que plus ils étaient piratés, plus on parlait d'eux, plus les gens s'abonnaient à HBO. Voilà. Mais tu vois, c'est marrant d'étudier l'évolution de la SVOD via cette série parce que donc ça part sur HBO.
Si je prends l'exemple de la France, donc c'était diffusé Canal+. sur Canal+. Et OCS. Après, c'est passé sur OCS et c'est repassé sur Canal+ en même temps. Mais si tu les voulais vraiment... En fait, si tu les voulais le lendemain de la diffusion américaine, c'était OCS. Et si tu les voulais en français, c'était Canal+. Mais bon, la version française... en VOST sur OCS. Ouais, c'était en VOST, ouais. Déjà. Mais c'était 24 heures après la sortie. Et à part la saison 8, où ils ont mis un peu plus de temps et du coup, ils pouvaient sortir la VF assez rapidement. Mais pour le reste, c'était VOST 24 heures après. Mais j'ai l'impression que ça a beaucoup moins téléchargé pour la dernière saison, pour le coup, parce que tu avais une offre qui te permettait de répondre aux besoins des gens. Non, c'est parce que plus personne regardait, elle était nulle. Non, je pense pas. Je pense que les gens se sont mis à pirater parce qu'ils voulaient les choses tout de suite, ou on va dire 24 heures maximum. Et à partir du moment où CS et Canal+ se sont mis à faire du 24+, et bah le piratage s'est quand même cassé la gueule parce que c'était dans l'offre. Alors qu'avant, je crois même que OCS c'était même pas du 24 heures après. Tu l'avais le lundi de la diffusion du dimanche soir, donc c'était même pas 24 heures après. Ouais, non, si t'as sans doute raison. Mais oui, c'est ça, c'est devenu ultra facile. Tu l'avais aussi vite que si tu piratais, et en plus c'était légal. Donc, Mais il y avait moins d'acteurs, Tout à d'où fait. le rebond maintenant. Alors, moi, j'ai pas donné mon avis sur la chronique de Kepra. Et toi, Julien? Je Julien, qu'en rejoins penses-tu quelques-uns des points que vous avez évoqués. Le premier, c'est l'abonnement familial. Donc, je paierai jamais ce truc-là parce qu'en gros, il y a une sorte de gentleman agreement dans la famille et la belle famille qui est toi, tu payes Canal, toi, tu payes Netflix, toi, tu payes Prime. J'ai pas partagé mes codes Apple TV+, mais tout le monde s'en fout. Que j'ai eu parce que j'ai acheté un iPhone l'année dernière. D'ailleurs, je l'ai eu pendant 1 an gratuit. Je l'ai utilisé 2 fois parce qu'il n'y avait pas grand-chose à avoir dessus. Et puis, moi, j'ai un truc que je trouve ouf. Et t'as commencé à en parler, Émeric, c'est l'IPTV. Donc, l'IPTV, c'est une petite boîte qui te permet d'accéder à tout, mais faut payer. Et c'est là où c'est ouf, c'est que c'est les premiers pirates qui font payer un abonnement pour pirater. Alors qu'avant, ça a toujours été gratuit, quoi. C'est juste que... Ouais, Pas toujours. T'as quand même des services... Il y avait quand même déjà des services payants. Là c'est un service de pirate qui... Newsgroup. Ouais, mais ouais. Mais là, oui, c'est vraiment plus... Non, mais ça sent un peu le piratage industriel, quoi. Si tu veux, tu rentres ta petite carte bleue, qui se fera sûrement sniffer et tu vas la retrouver tu vas sûrement te la faire pirater dans les 6 mois à venir. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je sais parce que en fait, en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, c'est un peu en lien avec la SVOD, mais il y a eu les droits télé de foot en France qui ont explosé. Au sens, donc il y a un groupe espagnol ou italien, je sais plus. Je crois qu'il est espagnol, qui s'appelle Mediapro, qui a racheté les droits de la Ligue 1 pour 1 milliard sur 3 ans, et qui du coup a créé avec TF1 un partenariat qui s'appelle Téléfoot, la chaîne. Long story short, on se retrouve avec un délire qui est bien plus cher que toi. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux regarder tout le foot à la télé en France, ça te coûte 80 balles par mois. Si tu veux regarder la France avec des champions et les championnats étrangers. Et ils ont même fait d'ailleurs Téléfoot, ils ont fait une offre avec Netflix où tu payes 30 € par mois et t'as Téléfoot plus Netflix. Alors la version la plus light là, c'est la en SD avec un utilisateur. Mais depuis que Téléfoot est en place, les ventes d'IPTV pour regarder du foot ont explosé parce que on est arrivé à un point où c'était bien trop cher pour le kidam de quand même déverser 80 balles par mois juste pour regarder un sport, quoi. Et j'ai peur qu'avec les SVOD on tende vers ça, parce que entre le moment où Netflix est sorti en France et aujourd'hui, je pense que l'abonnement a dû prendre 3 € par mois de plus. Pas l'abonnement de base. Pas l'abonnement de base, il Oui, il est resté à 8 €. Okay. C'est les autres qui ont augmenté, mais qui en effet, si quelqu'un veut un peu de la qualité, le double écran, etc., c'est là que ça commence à... Mais il parle d'augmenter là prochainement. Et la France est l'un des seuls marchés en effet, et qui a résisté à cette augmentation. Pour l'instant, dans les autres marchés, ils avaient augmenté même le prix de base. Et en fait, à part Prime, qui est un truc à part parce que c'est une sorte de supplément dans un gloubi-boulga où il y a énormément de choses et qui est en dessous du prix.
Ils ont quand même, je crois, doublé le coût de l'abonnement Prime. Ok. Suite à l'ajout de tous les services, la vidéo, la musique et le stockage. Et à l'acquisition des droits de Lord of the Rings pour plus de plus de 2 1 milliard je crois, de... ouais. Je pense que on va vraiment, enfin ce chiffre il va vraiment augmenter. Et je pense, moi je rejoins Kepra, je pense que le piratage va revenir un petit peu à la mode parce que les gens pourront pas payer 50 ou 60 balles pour du divertissement par mois, quoi. Et un autre point aussi qui manque dans ta chronique, enfin que t'as évoqué, mais moi je trouve que Canal+, qui est un truc qui est très cher, parce que après 40 ou 50 balles, c'était le coût des abonnements satellites et même Canal+, hein, avant qu'ils se cassent un peu la tête face à la concurrence. C'est vrai, mais on n'avait pas le choix, tu vois. Et en gros, c'était soit tu prenais le SAT, soit tu avais la télé gratuite. Donc, non, tu pouvais prendre les cartes, les cartes que tu mettais dans le boîtier. D'acheter du pay-per-view gratos. Ouais. Mais tu vois, là, tu as quand même un truc qui est beaucoup plus fragmenté. Et du coup, je pense que les personnes qui veulent du SVOD prendront un ou deux trucs avec maximum 20-25 balles par mois et iront jamais au-delà, quoi. Ce qui me fait dire que je ne sais pas comment toutes ces plateformes vont survivre. Surtout que, pour avoir fait un petit article dans le Patreon du mois dernier, il y a de plus en plus de SVOD de niche qui se créent. De la SVOD sur la chasse et la pêche. J'ai vu la pub, machin 300. Zone magnifique 300, pub. La première plateforme SVOD en France. La SVOD de films d'horreur, la SVOD Bollywood, la SVOD de comédie musicale, la SVOD, il y avait quoi d'autre que j'avais trouvé, je sais plus. Mais du coup, cette archipel, donc archipélisation, merci. Elle va encore continuer. Et je ne sais pas comment ce modèle va tenir. Netflix, Prime, Disney ont les reins assez solides parce qu'ils ont diversifié leurs activités, mais les autres, je vois pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Quand j'allume ma Smart TV ici, dans le store LG, le nombre d'applications de SVOD, c'est effrayant. C'est effrayant, des trucs dont tu n'as jamais entendu parler. Et tu te demandes ce que tu vas avoir comme film dessus, quoi. Tu te demandes vraiment ce que tu vas pouvoir trouver dessus. Donc ouais, je suis assez d'accord à ce niveau-là. Mais tout ce prix aussi, il faut voir aussi comment ça va évoluer. Parce que quand on pense ici, en l'occurrence, le fameux Mulan qui se retrouve directement sur Disney+, ils ont fait pareil avec Frozen, dû au confinement. Mais s'ils partent dans cette même optique-là, qui commence à intégrer des films très très rapidement dessus, je pense que les familles vont doucement être intéressées de prendre des abonnements et de skipper la case cinéma, quoi. Parce que quand t'as une famille avec 2 enfants, 3 enfants, payer les tickets de chaque personne, payer le popcorn et le coca plutôt que d'aller chercher une bouteille dans ton carrefour du coin de la rue, ça commence à faire un impact financier différent. Et tes 50 balles par mois d'abonnement, même si tu les prends tous, ça peut commencer tout doucement à être vite rentabilisé, quoi. Donc, plus ton film à 30 € quand même, mais oui. Ça dépend justement. Ici, il faut voir comment ils vont évoluer avec le reste. C'est ce qu'ils ont fait avec Mulan. C'était 30 €, c'est ça, hein? C'était 30 ou 40 € Mulan. Ouais, 30, ouais. Je pense que c'était 30, oui. Mais je crois que c'était 30 aussi. Si tu pars sur une offre rapide comme ça, à partir du moment où tu as une famille de 4 personnes aller au cinéma pour regarder un film, tu dépenses bien plus que 30 €. C'est combien le prix de la place de ciné en Belgique? Ça dépend, ça varie entre 6 et 12 pour les très longs métrages. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y a une forte probabilité quand même qu'on aille de plus en plus vers ce modèle-là, parce qu'il leur fallait, je voyais ça, il leur suffisait d'avoir 5 millions d'entrées virtuelles pour le film, 5 millions d'achats du film pour être rentable. Donc quand t'as pas besoin de te tanner toute la logistique, les achats par les différentes, enfin la distribution dans les différents pays, les achats par les différentes salles, etc. et que t'as juste à mettre le film sur une plateforme et qu'il suffit à travers le monde entier d'avoir 5 millions de personnes qui l'achètent sur un truc aussi populaire que du Disney,
Ils ont pas trop de problème à être rentables. Hein. Les 30 balles, ils sont direct dans leur poche, quoi. Tu passes tous les intermédiaires passent à la trappe, quoi. Donc oui, forcément, c'est rentable. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur cette chronique? Je pense que c'est... Merci Audrey pour ton intervention. Ah non, Audrey n'est toujours pas là. Toujours pas. Et on va passer du coup à la seconde chronique, la fabuleuse histoire de Big Blue. Oui. Allez, prends une petite gorgée d'eau, avale bien, referme la bouteille. Je commande tout ce que tu fais. Voilà. Et c'est parti. Mesdames et messieurs, je vais vous conter une histoire. Mettez-vous bien à l'aise. Je vous autorise à interagir, bien sûr. Mais je vais vous conter la fabuleuse histoire de Big Blue. Au commencement fut un homme, Ed Roberts, ingénieur qui en 1975 mit au point le premier ordinateur personnel, l'Altair 8800. Alors un gros bousin hein, quand même. Imaginez une bonne imprimante. Voilà, une bonne imprimante laser d'aujourd'hui. Basé sur un processeur Intel 8080 considéré comme le premier microprocesseur véritablement utilisable dans une unité centrale. Bill Gates écrira son premier langage de programmation, le BASIC, sur cette machine. Une petite anecdote. Le développement se fait entièrement sur un PDP-10, un mainframe. Alors un mainframe, si vous ne voyez pas ce que c'est une sorte d'immense armoire qui couvre une bonne salle de 20 mètres carrés. C'est un gros ordinateur sans écran sur lequel on vient se brancher. Et voilà, c'est une sorte de serveur de l'époque. Donc, Bill Gates a fait son développement entièrement sur un gros mainframe et l'Altair BASIC n'a été essayé sur un véritable PC, l'Altair 8800, que le jour de la démonstration, laquelle a réussi parfaitement. Un coup de bol, parce qu'il n'a pas toujours été habitué à ce genre de choses. Ce sera le premier langage de programmation à avoir fonctionné sur un micro-ordinateur commercial. Ce sera également le premier logiciel édité par la société Microcomputer Software, fondée pour l'occasion. Mais bon, parlons du vrai sujet. IBM, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Les meilleurs claviers du monde. Ah, je te rejoins là-dessus. Les vieux clavier mécanique à l'ancienne. La société est née le 16 juin 1911 de la fusion de la Computing Scale Company et de la Tabulating Machine Company, sous le nom de Computing Tabulating Recording Company, CTR, puis change de nom pour devenir International Business Machine Corporation en 1924. IBM était née. Dans les années 1970 et les années 1980, IBM a été la première capitalisation boursière au monde et dominait plus de la moitié du marché de l'informatique, si ce n'est les 2/3. Cette intro posée, parcourons ensemble l'histoire de celui qui se fera appeler Big Blue. Les débuts. IBM se développe dans les années 1930. IBM se développe dans les années 1930 grâce au brevet de la mécanographie sur la carte perforée. Alors la mécanographie, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe un ensemble de techniques mécaniques ou électromagnétiques permettant d'exécuter rapidement un algorithme donné et d'en afficher le résultat. Voilà. En 1937, le gouvernement américain déploie l'équipement IBM pour suivre les enregistrements de 26 millions de personnes bénéficiaires du Social Security Act. En 1944, IBM met sur le marché Harvard Mark I, un calculateur ne stockant pas d'instructions en mémoire, mais pouvant effectuer des séquences de calcul complexes. En 1954, IBM lance sur le marché le modèle 650, le premier calculateur muni d'une mémoire à tambour. Et ça, c'est fort. Le bousin avait enfin une capacité de stockage. Donc dites-vous que les ordinateurs jusqu'à 1954 ne stockaient pas d'informations. On ne faisait que lire sur du papier perforé, sur des cartes perforées. Tout était lu en direct, mais rien n'était gravé dans le marbre, gravé dans la roche. Pardon. Sniper. Alors, un tambour, qu'est-ce que c'était? C'était une mémoire de masse
magnétique où les pistes sont placées côte à côte sur un cylindre et où chaque cylindre dispose de sa propre tête de lecture. Il coûtait $500 000, occupait plusieurs mètres cubes et était doté d'une mémoire vive de 2000 caractères. Combien ça fait 2000 caractères ? En quoi ? 2K. En octets ? 2000 caractères ? Un peu moins de 300. 100. Ça fait 2 kilo-octets. Ah oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs suite à cette occasion que IBM France sollicite le professeur Jacques Perret pour qu'il propose un néologisme équivalent au terme anglais « computer ». Le mot « ordinateur » était inventé le 16 avril 1955. En 1950... Waouh ! Merci Jacques Perret. En 1957, IBM lance le Fortran, le plus ancien langage de programmation de haut niveau, et ce dernier existe encore aujourd'hui, bien qu'il ait beaucoup évolué. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu exploiter la vectorisation ou les coprocesseurs. Et c'est surtout toujours en 1957 que Big Blue invente et commercialise celui que nous adorons tous, le disque dur. En fait, c'est en 1956 que le premier système de disque dur voit le jour, il s'appelle IBM 350. Il mesure 1,70 m de haut comme de large et son prix raisonnable est de $10 000 par mégaoctet. Le 350 était constitué de 50 disques de 24 pouces de diamètre, ça fait 61 cm. Donc voilà, c'était un gros disque dur. Donc imaginez en fait les 50 disques de 61 cm de diamètre les uns sur les autres, et ils portaient ça à bout de bras pour les mettre dans des grosses machines. C'était fabuleux. Mais ils avaient inventé le disque dur, c'est quand même pas rien. En 1964, IBM dévoile son premier OS, nommé OS 360. Alors, aucun lien avec la future Xbox, bien qu'IBM et Microsoft se rapprocheront très bientôt. Attendez la suite. Passons à la grande histoire, celle qui m'a touché. Durant les années 1970, IBM s'employait à fournir surtout le marché pro avec d'énormes calculateurs, mais de plus en plus réclamés par les clients, IBM passe à la micro-informatique. À l'époque, les techniciens d'IBM venaient installer et entretenir les mainframes chez leurs clients et voyaient que les employés de ces boîtes avaient de plus en plus de postes informatiques Apple II. Tout simplement parce que ça permettait de réaliser des tâches pour lesquelles les gros calculateurs n'étaient pas prévus. Apple devenait synonyme de micro-ordinateur et IBM devait agir vite, très vite. Un truc qu'ils ne savaient pas faire. IBM à l'époque, c'était la procédure incarnée. Tout était à sa place, rien ne dépassait et ça marchait. Des vrais Suisses, en somme. Mais un ingénieur farfelu releva le défi. William Cleland Lowe. Il prétend pouvoir réaliser en 1 an un ordinateur IBM. Youpi. Et Big Blue créa le PC. L'IBM Personal Computer ou IBM PC, modèle 5150, est un ordinateur personnel produit à partir de 1981. 81, c'est pas vieux. Hein. Il assurera quelque temps à IBM 21% de part de marché du micro-ordinateur. Son architecture ouverte en fait l'ancêtre de tous les compatibles PC. Le fameux compatible IBM. Compatible IBM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compatible PC, justement ? C'est un ordinateur compatible avec la gamme d'ordinateurs personnels issus de l'IBM PC. En 2012, presque tous les ordinateurs personnels à clavier physique et ou au bureau sont des compatibles PC. Ils sont basés sur les microprocesseurs de la famille x86 inventés par Intel. Les systèmes d'exploitation MS-DOS, Windows, OS2, GNU Linux ont tous été créés pour les compatibles PC. Même Mac OS X a été porté sur une architecture depuis le passage d'Apple avec des processeurs Intel en 2006. Bref, au début des années 80, un compatible PC, c'était une machine se comportant comme un IBM PC. On utilise alors le sigle PC par opposition aux autres ordinateurs personnels qui n'étaient pas compatibles avec ce dernier, tels que Macintosh, Atari ST, Amiga, Commodore. Il se base sur des processeurs d'architecture x86 d'Intel. On parle aussi, fin des années 90, de la plateforme Wintel en référence au couple Windows et Intel, tant le combo était courant dans ces machines. Mais revenons-en à notre tout premier personal computer. Pour des raisons de vitesse de développement,
IBM avait créé son PC en assemblant des composants standards de constructeurs différents, plutôt que de créer les siens comme le faisaient ses concurrents, coucou Apple, et comme il le faisait pour ses autres ordinateurs. Les specs du PC, c'était un Intel 8088 cadencé à 4,77 MHz, et une mémoire vive de 16 kilo-octets, pouvant être portée jusqu'à 256 kilo-octets pour les hardcore gamers. Il disposait, selon les modèles, d'aucun, d'un ou deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart et était couplé à un interpréteur de langage basique de Microsoft. Et là, une fois ce PC né, on entame la petite histoire qui est racontée et romancée dans Halt and Catch Fire, la guerre des clones. Donc IBM monte son PC en assemblant des composants achetés par-ci, par-là, mais il lui manque un OS. Je vous mets un peu de contexte. Début des années 80, Gary Kildall et Bill Gates se partagent le marché du software. Microsoft est à cette époque une petite entreprise spécialisée dans les langages de programmation. Gary Kildall, lui, via sa société avec un nom qui tue, Intergalactic Digital Research, vend le système d'exploitation que tous les micro-ordinateurs utilisent, le CPM, pour Control Program Monitor. Il est utilisé notamment sur les Amstrad CPC, sur les Commodore, les ZX Spectrum, pour ne citer que. On a donc un choix évident sous la main. Mais IBM frappe à la porte de Microsoft. Alors Bill signe sans hésiter pour équiper son basique sur les PC, mais il explique qu'il n'a pas d'OS à vendre. Lui, il fait que des langages de programmation. Et il invite donc Big Blue à frapper à la porte de Gary pour qu'il lui achète son OS. Donc IBM dit OK. Ils vont chez Monsieur Kildall, et là, c'est Madame qui ouvre. C'est elle qui est à la maison ce jour-là, et IBM lui présente son projet pour acheter l'OS. Mais face à la tonne de papier, Madame appelle son avocat, appelle son mari, et l'avocat dit non, il n'y a pas moyen, c'est trop restrictif, vous ne signez pas. Grosse lose. Grosse lose, quand on connaît la suite de l'histoire. Ouais, c'est plus facile de le dire maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est une erreur qui coûtera cher. Ni une ni deux, IBM retourne donc voir Microsoft pour qu'il leur fournisse un OS. Bill Gates réfléchit 2 secondes et le calcul est assez simple. Sans OS, pas de PC. Sans PC, il ne vendra pas son langage. Bon, qu'à cela ne tienne, Bill va en acheter un et le relooker. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une petite entreprise qui s'appelle SCP, pour Seattle Computer Projects, qui avait un petit OS confidentiel. Niveau Famous, c'était pas encore ça, mais qui faisait le taf et qui était plus ou moins un clone du CPM, l'OS de Gary Kildall. Et qui s'appelle Orio. DOS, ouais, MS-DOS. QDOS, qui signifie Quick and Dirty Operating System, soit système d'exploitation rapide et sale. C'est un truc qu'il avait fait à la va-vite, une rapide copie. Donc Microsoft l'achète pour 50 000, le rebaptise PC-DOS, puis plus tard MS-DOS, et le vendra 50 € pièce à tous les fabricants de PC compatibles, de compatibles PC. La suite de l'histoire de Microsoft, on la connaît. Ou alors je vous la raconterai une autre fois. Revenons-en donc au PC. IBM lance sa machine en août 81 et bouleverse le marché des micro-ordinateurs. Alors c'est rigolo parce que à l'époque, c'est Charlie Chaplin qui tournera les pubs pour vendre ses machines. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, c'est rigolo. Et vous pouvez visiter le musée Charlie Chaplin à côté de Montreux. C'est là où il est mort. Malgré ce que prétend la com, le PC d'IBM n'est pas, par contre, le plus puissant des ordinateurs de l'époque. Et pour le vendre, il faut la killer app. Uniquement compatible avec leur machine. Ce logiciel, ce sera Lotus 1.2.3, un tableur. Ça rendra riche l'éditeur Lotus et le Personal Computer se vendra à plus de 2 millions d'unités pour 50 000 prévus, soit 4 fois plus. Engrangez là-dessus, c'est parti. Et je fais une petite dédicace à tous ceux qui souffrent encore de Lotus Note et de ses bases de données en 2020, qu'on maintient à jour parce qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on ne sait pas faire autrement. Soutien, force et robustesse. Début des années 80, IBM deviennent les boss du marché. Ils ont 50%. Il existait d'autres ordinateurs à l'époque, mais ils ne pouvaient pas faire tourner Lotus 1.2.3. Alors,
Peut-être que grand bien leur a pris. Mais c'est là qu'entrent en jeu les clones et la rétro-ingénierie. Alors, d'après vous, qui va s'y coller le premier ? À faire des... C'est pas Compaq ? Bien, tout à fait, c'est Compaq. 3 jeunes ingénieurs veulent créer leur entreprise mais ne savent pas quoi inventer. Un soir, au bar, ils gribouillent sur une serviette le premier ordinateur portable en l'imaginant comme un clone du PC d'IBM. Facile, me direz-vous. IBM n'a pas conçu les composants du PC. C'est une architecture ouverte. Donc vous ouvrez la bête, vous regardez ce qu'il y a dedans et vous achetez les mêmes composants. Mais un truc n'est pas facilement copiable. La puce ROM BIOS. En effet, c'est elle qui permet de faire fonctionner ensemble tous ces composants étrangers. Son code, c'est du 100% IBM et ce n'est pas à vendre. Donc pour un PC compatible, il faut cette puce, ou tout du moins une copie fonctionnelle, et c'est ce que va faire Compaq au moyen de la rétro-ingénierie. En 1982, Compaq dévoile son premier, le premier ordinateur transportable de l'histoire, avec 12 kilos seulement à la pesée. Dire, tu le mets sur un chariot, il est transportable. Alors, pour vous faire une idée de ce à quoi il ressemblait, je sais pas si vous voyez les vieilles machines à coudre de vos mamans, avec la poignée, le truc ultra lourd, ultra gros, et ben c'est exactement ça. Il est 100% compatible avec les logiciels utilisés sur le PC IBM, et bien entendu, il est moins cher. À partir de là, la technologie de miniaturisation avance très vite, et dès 1985, la société IBM ne réussit pas à conserver une rentabilité intéressante sur le marché du PC. Fin des années 80, IBM décide de laisser tomber l'architecture ouverte et choisit de créer une gamme incopiable, à l'image de ce que faisait Apple, entièrement conçue en interne et dotée d'un système fait maison, l'OS 2. Pour sortir cet OS, ils font appel à Microsoft, encore. Ils fournissent les spécifications et Bill Gates le code. Mais Microsoft survit uniquement grâce à la vente de MS-DOS qu'il vend aux fabricants de clones de PC. Et si IBM ferme les vannes avec du tout propriétaire, il ne gagnera plus rien avec OS 2 sur lequel il ne touchera pas de royalty. Puisqu'il écrit l'OS, il le vend, il est payé pour écrire l'OS et puis après basta. Donc Microsoft invente Windows et son environnement graphique. OS 2 n'en était pas pourvu. Et IBM décide de ne fabriquer aucun PC compatible Windows. Et là, c'est la loose. Et oui. C'est ainsi qu'après avoir dominé, qu'IBM se retira du marché grand public et se recentrera sur le B2B et la grande informatique. En 1992, la première ébauche de quoi ? Est-ce que vous savez ce que IBM a ébauché en 1992 ? En 92, soit un PDA. T'es pas loin. Le ThinkPad. Soit un téléphone mobile. Un smartphone, exactement. Il s'appelait l'IBM Simon. Putain, et mon prof d'histoire de l'informatique serait fier, hein, j'ai quand même des restes. Il dispose d'un service de messagerie, peut recevoir des fax et servir de PDA. Ils ne valideront malheureusement pas l'essai. Au cours des années 90, IBM se recentre et éponge ses dettes après ses quelques mauvais choix. Depuis les années 2000, IBM fait son bonhomme de chemin. En 2001, il développe le concept d'e-business on demand, qui est la mobilisation des ressources informatiques en fonction de l'intensité de l'activité de l'entreprise cliente. La facturation se fait alors en fonction exacte de la consommation, comme pour l'électricité. Putain, ils ont inventé le SaaS, quoi. Exactement, une pratique grandement utilisée par AWS aujourd'hui, Amazon Web Services. Et juste, si je peux t'interrompre, t'as pas dit comment il s'appelait ce smartphone ? Si, l'IBM Simon. Ah, ok. Mais si je puis me permettre, j'étais pas si loin avec le ThinkPad vu qu'il a été créé en 92 aussi, hein, et que c'est quand même l'un des marqueurs, quand même des restes d'IBM dans un monde plus ou moins grand public, quoi. Mais les ThinkPads, c'est chez Lenovo maintenant. Et Lenovo, Tout à fait. c'est plus chez eux. Tout à fait. Non. C'est chinois. Ouais, ils ont vendu le département, la division. En 2002, ils inventent l'ancêtre de nos mémoires flash, le Millipede, ils ont appelé ça. Une nouvelle puce miniaturisée capable de stocker plus de 100 gigaoctets à un taux de transfert de 800 gigabits. Ils revendront la techno à Hitachi. Et après, on sait ce que c'est devenu. En 2004, comme vous le disiez, ils vendent leur branche PC à Lenovo. En 2011, IBM dévoile son programme d'intelligence artificielle Watson,
Une IA capable de reconnaître le langage naturel et de battre les humains à Jeopardy. C'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler de Watson. Ça a un peu été remplacé par Google. Ouais, Google Mais avec... c'est- comment il s'appelle? Deep Blue. Non, Deep Blue, c'est IBM C'est aussi. IBM, ouais. Go. Deep Blue, Comment il c'est s'appelle l'ancêtre de Watson. C'est lui qui commençait à battre Kasparov aux échecs. Mais non, je sais plus le Google Go. Enfin bref. Mais en tout cas, Watson, sachez qu'en milieu pro, c'est vendu dans des salles. Parce que si tu vas sur des salons informatiques professionnels, t'as toujours un stand IBM, très souvent. Et Watson, c'est vraiment genre la boîte à outils magique qui répond à toutes tes questions, quoi. Et et ça marche. Enfin, ça marche. Et ça vend. J'ai pas dit que ça marchait. Et enfin, Je te- pour finir, en 2018, IBM annonce le rachat de Red Hat, qui édite des distributions Linux. Voilà ça, mes c'est ouf. amis, et ça c'est ouf. Voilà mes amis, vous connaissez enfin la formidable histoire de cette grande entreprise pionnière du monde de l'informatique. Merci Sous-X. Tu auras une bonne note pour ton TPE. Merci. Et je vais reboire un coup. Vas-y. Alors, est-ce que l'un d'entre vous connaissait l'histoire d'IBM ou de Big Blue? Est-ce que vous avez appris des trucs? Qu'est-ce que vous évoque IBM en 2020 maintenant? Moi, Simon. ça m'évoque beaucoup de choses parce que juste avant. Parce que tu as l'an 88 ans. 2000, voilà, j'étais aux études et moi j'ai travaillé sur de l'IBM 370, j'ai fait de l'assembleur 370, du JCL, comme on appelait ça, le langage système d'exploitation, avec les petits terminaux, tout ça. Donc oui, j'ai bien connu ça et je me suis retrouvé après dans le milieu hospitalier à faire du support pendant 10 ans où on travaillait avec un IBM S400. Donc pareil avec des terminaux à la base et puis après on s'est retrouvé avec tout connecté en coaxial et on s'est retrouvé ensuite avec des applications pour remplacer ces terminaux qui passaient par le TCP comme le reste. Mais oui, donc j'ai eu l'occasion de travailler justement avec tous ces fameux mainframes. Ça, j'ai bien connu ça. Et finalement, je me suis retrouvé dans le compatible PC. J'avais un Tandy 1000 à l'époque. Mon tout premier ordinateur, c'était un Tandy 1000 qui était un 80-88, je pense. Donc, dans les toutes premières générations de ces ordinateurs-là. Donc, oui, j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu toute cette épopée à partir des années 90. Donc, oui, il va avoir 41 ans fin d'année. Hein. L'air de rien. Ah là là. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai Donc bien bref, connu. ça t'évoque une nostalgie. Bah, ça m'évoque mes études et ça m'évoque 10 ans de ma vie professionnelle. Donc ouais, j'ai même fait du COBOL là-dessus, quoi. Oh là là. Kepra, qu'est-ce que ça t'évoque IBM? Bah, quand même la capacité d'un truc qui devient un monstre à se renouveler à différentes étapes, alors qu'ils avaient quand même plus d'une occasion de se prendre les pieds dans le tapis. Et puis maintenant, ils s'en sortent. C'est un peu, enfin, même si Microsoft a réussi à rester ou en tout cas ils essayent de rester actifs sur d'autres domaines, c'est quand même chez Microsoft aussi beaucoup les trucs, les aspects professionnels de cloud et de potentiellement à venir l'intelligence artificielle un peu plus qui guide leur activité. Donc ils réussissent quand même pas mal à se renouveler pour quelqu'un qui aurait pu mourir à différentes décennies par le passé. Ok, toi tu trouves qu'ils se renouvellent? Bah, c'est des choses dont le grand public entend plus forcément parler, mais où ils réussissent bien quand même à faire survivre et prospérer, je sais pas, mais dans mon esprit en tout cas ils agissent beaucoup plus dans l'ombre que pour le grand public qu'avant, mais que pour autant ils s'en sortent pas mal. Ils ont fait du Ok. yo-yo, en fait, ils ont raté des occasions de devenir beaucoup plus grands, mais ils ont aussi Oui. évité des occasions de complètement mourir. Donc Ouais, ils c'est ont- ça, ils ont vraiment réussi à garder un niveau sans se noyer, mais sans jamais vraiment décoller. Sur aussi longtemps, c'est quand même impressionnant, quoi. Et toi Emeric? Ouais, pour moi, c'est un peu c'est la grosse boîte, la grosse entreprise à papa qui a réussi à pivoter comme une start-up au moment opportun. Ils dominaient vraiment l'informatique et puis derrière ils ont failli mourir
ils auraient pu se planter, aller droit dans le mur, et finalement, aujourd'hui, il reste la référence, enfin une référence. Ils tirent l'innovation dans certains pans de l'informatique encore, donc non, c'est une grosse entreprise à laquelle on doit le respect, je dirais. Ah ouais, parce que pour moi, c'est le monde d'avant, c'est le monde du hardware IBM. C'était les rois du hardware. Alors ok, il y a Watson et il y a un peu de SAS, etc. Mais j'ai l'impression que depuis la dernière décennie, ils ont totalement disparu de la carte et ils se font même bouffer sur le monde professionnel par Microsoft qui pilonne les boîtes pour qu'on mette du Outlook. Outlook a totalement défoncé Lotus Notes. Outlook et Office mais a totalement par défoncé exemple, Lotus. dans le domaine des ERP, IBM avec Maximo, ils ont la main mise. C'est un truc qu'on voit que quand on bosse en prestataire chez des gros groupes. Mhm. Mais ils ont leur ERP qui est bien implanté en concurrence avec SAP. Avec SAP et Dynamics chez Microsoft. Et ils ont, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils se portent bien à ce niveau-là. D'après Forbes, en 2018, en tout cas, ils étaient encore dans le top 20 des entreprises à la plus grosse valorisation au monde. Et aussi, pour toujours aller dans cette réflexion du monde d'avant, IBM, il y a 20 ans, surtout sa branche conseil, parce qu'ils ont racheté, tu l'as pas dit, mais ils ont racheté dans les années 2000 la branche conseil de PricewaterhouseCoopers pour aller directement concurrencer, je sais pas si ça s'appelait déjà Accenture à l'époque ou pas. Mais en gros, IBM, c'était une boîte qui attirait, on va dire, les diplômés. Et qui avait une aura quand même, genre quand t'allais chez IBM, t'apprenais ton métier et c'était ultra valorisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait rêver personne d'aller bosser chez IBM, quoi. Pour moi, IBM, c'est la cogip de l'IT. Computing. C'est la cogip de l'IT de ouf, quoi. Ça sent les costumes marrons et les cravates à motifs IBM, quoi. Je me trompe pas, c'est IBM qui a sorti là l'ordinateur quantique. Le millier de qubits. Le premier ordinateur quantique commercial. Il me semble, oui. Ouais. Et là, ils évoquent un nombre de qubits incroyable. Donc, 1121 qubits d'ici fin 2023. Je trouve que qu'ils s'en sortent bien, quoi, sur l'innovation et le pivot à chaque fois vers le futur. Surtout avec leur dernier move, quand ils rachètent Red Hat en 2018, faut pas oublier que quasiment 50% des serveurs au monde tournent sur Linux, tournent sur des distributions Linux qui ne sont pas gratuites, qui sont vendues par Red Hat. Ils fournissent énormément de serveurs, donc ils sont encore bien dans le game, hein. Donc pour aller contredire le boomer qui est Julien, j'ai une liste un peu de classement d'IBM. Parmi les marques les plus puissantes dans le monde, numéro 10 dans un classement de 2020. Les entreprises les plus innovantes, numéro 8 en 2020. Les meilleures marques globales internationales, numéro 12 en 2019. Mais monsieur Donc Kefra, je vais vous dire, si mal. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Non mais justement, je trouve que par rapport à la vision qui est, je pense, celle de bon nombre de personnes qui vont se dire IBM, ça n'existe plus, c'est moribond, etc. Ils réussissent, c'est pour ça que je disais un peu dans l'ombre, parce que en effet, tu te balades dans la rue, les gens ils pensent Apple, Google, Amazon. Les gens pensent plus forcément à IBM, et pour autant ils restent pour une boîte avec centaines de milliers de salariés et qui a mais je dis pas que c'est moribond, je dis que ça fait pas rêver, tu vois. Ouais. Alors que ça a été, à travers l'histoire de Sous-X, c'est quand même c'est un des seuls acteurs qui a passé 100 ans quand même, et qui a quand même innové, on va dire, des années 50 aux années 2010, quoi. Mais tu voyais qu'ils faisaient pas des trucs non plus tous les 2 ans, donc là en 2023, si l'ordinateur quantique devient le truc tendance et qu'en effet ils auront été le premier et qu'ils l'auront développé, bah peut-être que sur la décennie 2020-2030, ils vont réapparaître sur d'autres aspects et te faire rêver d'ici 3 à 5 ans, je sais pas.
Eh ben moi, c'est ce que je veux rêver. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Big Blue? Sous-X, Simon, Pas je particulièrement. vous ai vu hésiter là tous les deux. Non, moi je suis ravi d'avoir découvert en profondeur cette histoire. Oh, Big Blue, Deep Blue, profondeur, C'est joli. DeepMind, non? L'ordinateur de Google. DeepMind, joli. Joli. Voilà, donc je suis ravi et on proposera cette histoire en article Patreon pour que tout le monde, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et on peut peut-être dire aussi qu'IBM, c'est quand même une des sociétés qui est en place depuis tellement longtemps et qui ont toujours ce même logo avec les lignes. Ça fait depuis combien d'années que c'est Ce leur même logo dégueulasse, tu peux le dire. C'est incroyable. Ça fait... En quelle année ce logo est apparu? J'ai pas étudié l'évolution du logo. Mais est-ce qu'ils l'ont fait Ouais. sur Lotus 1, 2, 3 ce logo? C'est ça la vraie question. Probablement. Attends. Excuse-moi, mais quand tu vois les réactions à un changement de logo comme Gap à l'époque, tu te dis peut-être qu'ils ont raison de pas changer. Les gens veulent pas forcément de changement. Et c'est peut-être ce qui ne fait pas rêver Julien. 72 ce logo. 67 même. Le premier vraiment aligné, c'était en 67, quoi. Ouais, mais la version actuelle, La version est de actuelle, c'est de 72 quoi. 62. 72. C'est Eh incroyable. ben, ils dépensent pas des centaines de milliers d'euros à faire bosser des boîtes pour refaire un logo. Ils se concentrent sur l'essentiel. Bon père de famille. Quand tu vois des Google qui révisent leur logo pour réaligner un tout petit peu différemment les lettres de... Enfin, c'est de la folie. Alors que les gens veulent être rassurés Ouais. par de la stabilité. IBM, c'est ça, c'est la stabilité. Oui, C'est la oui, poussière. inouï. Vous voyez, inouï pour la... le TGV, la SNCF, c'est beau. Donc je trouve ça quand même assez impressionnant de pouvoir rester les mêmes tout en se réinventant, mais comme on disait tantôt avec Kepra, Bah ouais, ça reste une société pleine de contradictions et vraiment unique, je pense. Ok. Est-ce qu'il serait pas temps de déclencher ma petite chronique update de TikTok versus Trump? Ah oui. Alors, j'ai même Elle un était là petit en son face pour- cachée. Tu veux dire que c'est TikTok qui lui a refilé le Covid? Je ne sais pas. C'est vrai qu'à l'heure où on enregistre, Donald Trump a le Covid, mais il a l'air mieux. Je vous conseille d'aller voir son compte Twitter avec cette fabuleuse vidéo de mise en scène de son retour par hélicoptère. C'est digne d'un Transformers 6 de Michael Bay, quoi. Toute la musique, les cadrages, le montage, tout y est. À un moment, il salue sur le perron personne, mais juste il salue parce que c'est un patriote. Voilà. J'ai un petit son pour vous, pour illustrer ma chronique. Vous entendez ou pas? Je connais même la danse, hein, mais je vais pas la faire. Mais il y a quelqu'un qui a fait un remix de Trump qui dit TikTok, ça m'a fait rire. Merci Émeric de participer à la danse de TikTok. Alors, on était resté à un point où donc Trump avait dit vous avez jusqu'à mi-septembre pour vendre TikTok aux États-Unis, sinon on ferme et on vous expulse. Et à l'époque, celui qui tenait la barre pour racheter, c'était Microsoft. Depuis, beaucoup de choses ont changé. L'offre de Microsoft est tombée à l'eau et un ami de Donald Trump, qui est, comment il s'appelle, le DG d'Oracle, dont j'ai oublié le nom, mais bref, a fait une offre avec Walmart. Donc Walmart, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent de Carrefour. Donc imaginez que... qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place d'Oracle et de Walmart? Avec qui Carrefour pourrait s'associer pour essayer de racheter une compagnie tech? Bulle. Free. Bulle, non. ouais. Voilà. Free, C'est ça. Free. Carrefour et Free décident de racheter Lydia pour essayer de franciser cet exemple. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Donc ils ont proposé une offre où ils rachètent 20% de TikTok, mais ils rachètent pas l'algo. Donc, en fait, c'est un truc qui est vraiment pas clair. Ça traîne. Donc, l'administration Trump a demandé à bloquer les téléchargements sur les App Store, Apple et Google, de TikTok et de WeChat. Sauf que ByteDance, donc la maison mère de TikTok, a répondu
et a assigné en justice l'administration américaine en disant que le move de l'administration était anticoncurrentiel. Il y a une juge qui a rendu une première décision de justice fin septembre et qui a dit il est illégal de bloquer le téléchargement de TikTok pour le moment. Donc c'est plutôt bien. Après, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Et surtout, en fait, là où ça se joue, c'est la sécurité. L'administration dit on ne peut pas laisser une application qui pompe toutes les données et les envoie en Chine et au Parti communiste chinois. Je fais une petite aparté, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a une base de données de 2,6 millions d'influenceurs qui a été leakée il n'y a pas longtemps, qui appartenait au Parti communiste chinois. Et il y avait beaucoup de journalistes avec leur nom, leur adresse, leurs habitudes, un truc un peu flippant. Voilà, je ferme la parenthèse. Et on en est là. Donc aujourd'hui, TikTok n'est toujours pas bloqué. Et un nouveau délai a été accordé à TikTok, non pas par l'administration américaine, mais par la Chambre du commerce, qui a donné comme ultimatum mi-novembre pour trouver une solution à ce problème de sécurité et de vente de l'application. Après les élections, quoi. Après les élections. Donc, on va dire qu'avec le Covid et la qualité des débats en ce moment qui a eu lieu, le sujet TikTok a un peu disparu du panorama de Donald Trump. Mais un truc qui a été aussi assez rare pour être souligné, c'est qu'une des grosses pompes de Instagram, Adam Mosseri, Instagram, c'est un des concurrents de TikTok, a plaidé pour laisser TikTok libre aux États-Unis. Il a dit en gros, si on interdit TikTok, ce sera dommageable à tout le monde. Et c'est pas l'internet qu'on veut, nous, les Américains. Voilà. Donc voilà, c'était le petit point TikTok. On pensait que lorsqu'on allait enregistrer cette émission, soit TikTok serait banni des États-Unis, soit un deal aurait eu lieu. Étrangement, aucune des deux sorties n'a eu lieu pour le moment. Donc on se retrouvera au mois de novembre pour voir si TikTok a été vendu ou banni. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur TikTok ? Est-ce que vous l'avez téléchargé et que vous avez fait un profil et vous avez commencé à faire de la danse et des montages vidéo rigolos ? Je l'ai. Je scrolle mon flux, je marque des trucs que j'aime bien, je cache des trucs que j'aime pas, mais ça me propose toujours des trucs que j'aime pas. Ça me repropose même des trucs que j'ai déjà marqués que je voulais pas voir. Je vis exactement dans le même monde tiktokien qu'Emeric. Je ne comprends pas l'algorithme qui ne veut pas me comprendre. Je l'ai installé, je l'ai laissé 1 heure, je l'ai désinstallé. Parce que ça n'est absolument pas intéressant pour mes usages et mes recherches. Ça ne me correspond pas. Ok. Et donc toi, Souzix, tu as téléchargé et... J'ai slidé pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, j'ai pas trouvé un seul truc ouf, comme tu peux voir sur toutes les vidéos résumées TikTok sur YouTube. J'ai désinstallé. Voilà. Donc il n'y a pas d'influenceurs belges, liégeois ou français à Bordeaux intéressants sur TikTok, c'est ça ? Apparemment. Alors qu'à Lausanne, à Lyon et à Rennes, ça t'offre. Mais peut-être que bientôt il y aura une comment ça s'appelle là, les maisons qui sont une tendance, je pense pas qu'ils viennent de TikTok, mais putain, tac. On n'est pas trop à t'aider là. Non, mais voilà, ça s'appelle il y a une French House qui s'est créée, mais c'est un nom aux États-Unis, putain. Le fait une Hype House, voilà, c'est ça. Donc en gros, des influenceurs se rassemblent dans une maison et puis font des vidéos collaboratives entre eux pour pour gagner du like et pour faire fructifier et buzzer leur compte. Et là, il y a une French House qui s'est fait, donc un appartement de 325 mètres carrés dans le 14e arrondissement de Paris, qui est loué 2500 € la nuit, sachez-le. Et donc, on a des adolescents qui ont entre 16 et 19 ans, et qui occupent cette maison pour faire des vidéos ensemble. C'est quand même ouf, hein.
C'est un peu comme le principe du Vortex, la chaîne YouTube sponsorisée par Arte, dans laquelle des créateurs de vulgarisation scientifique vivent en colloque pendant 2 semaines et produisent 4 vidéos où ils interviennent tous. C'est le concept dans lequel Dirty Biology s'était inscrit au début, c'est C'est ça. Oui. Le Vortex. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et ben voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire ? Est-ce que quelqu'un aurait une reco de sortie de derrière les fagots ? Bah, je viens de la faire. Comme Sous-X avait hijacké la dernière fois. Non, vous êtes sage. Et ben moi je vais en faire une. Je viens d'en faire une. Regardez The Social Dilemma. Oui, sympathique. Tu pitch. Des anciens cadres des GAFA expliquent à quel point les réseaux sociaux plus Gmail ont une très mauvaise influence sur le comportement humain et à quel point peu de personnes codent des choses qui ont un impact sur des milliards de personnes. Sur Netflix ? Ouais. Sur Netflix, bien sûr. À quel point aussi ils ne se rendaient pas compte à certains moments qu'ils faisaient certaines choses, alors qu'à d'autres ils s'en rendaient totalement compte, qu'ils ont levé les drapeaux rouges que personne n'a voulu entendre. C'est assez consternant et effrayant. Il me semble qu'on avait fait une émission, je sais plus, on a fait une émission sur le bouton like. Il me semble qu'on en a parlé. Je sais pas, mais en tout cas, cette remontée, c'était il y a 2-3 ans, je crois, déjà, ces ingénieurs de ces sociétés qui commençaient à en parler en disant parfois je me rendais pas compte de ce que je faisais, l'impact que ça allait avoir. Et puis en effet, ils avaient des révélations. Ils disaient, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je parte. Et ça se réalise maintenant, le fait que c'était une catastrophe. Il y a du beau monde ce qu'on faisait dans pour le la société. reportage. Ouais. Ouais, ils ont des gens. Bah ouais, ils ont du coup des mecs qui ont créé Gmail ou le bouton like. Il y avait des anciens DG parce qu'il y a un mec qui était DG de Pinterest à un moment. Voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Et alors, bien sûr, ça fait peur. C'est le but. Installez le module temps de contrôle sur vos téléphones, histoire de vous rendre compte à quel point vous passez du temps parfois pour rien là-dessus. Et j'aimais bien bon, c'est toujours romancé, hein, c'est très américain, mais j'aime bien l'idée de mettre un petit peu plus d'éthique dans le codage et le développement d'applications. C'est un beau vœu pieux. Ça fera un beau sujet. C'est un beau sujet. Et c'est ainsi que nous clôturons l'épisode 49. Audrey, un mot à dire ? Non ? Parfait. Alors, Grumly aimerait dire un truc. Vas-y, Grumly. Voilà. Merci, Grumly. C'est déplacé. Qui a parfaitement remplacé Audrey pendant l'enregistrement de cet épisode. C'est méchant Aymeric, pour Audrey. Kepra, Simon, Sous-X, je vous remercie. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à dans un mois pour l'épisode 50. Et comme je suis un réal de ouf, je lance le générique. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Et donnez au Patreon. Pardon ? Je dis donner au Patreon. Ah putain, on n'a fait aucun message label. Pas du tout corporate, les gars. Bah, tu le fais maintenant, puis Sous-X le recollera juste avant que tu coupes. Attends. Zut, Sous-X, on a oublié un truc. Ah merde. Oh là là, mais quelle réalisation de malade. Mais Sous-X, l'école des facs, c'est quoi ? Ça appartient à qui ? Enfin, à quel label plutôt ? Alors, l'école des facs est un podcast du label Podcut. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous encourageons à le liker, le partager, le diffuser sur vos réseaux sociaux, bien entendu. N'hésitez pas à nous soutenir afin qu'on puisse continuer de faire de belles enquêtes, de belles chroniques en allant voir sur patreon.com/podcut et retrouver l'ensemble des podcasts du studio label Podcut sur podcut.studio. Voilà. Et cette fois, bon. c'est la vraie fin. Allez, je relance le générique. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.